Alors, avant de commencer, je voudrais déjà vous dire deux petits mots sur le dessin qui est ici. C'est le dessin fait par Michel Urien. D'ailleurs, comme tous les dessins que vous verrez dans cette conférence. Vous voyez que c'est ce qu'on pourrait appeler un escalier paradoxal. Et je voulais rectifier peut-être une chose qu'on dit souvent sur les escaliers paradoxaux. On pense toujours qu'ils viennent d'Escher, que c'est Escher qui a été le premier à faire ces escaliers, mais c'est pas vrai. On pense que le premier dessin des escaliers paradoxaux nous vient de Gregory Penrose, le père de Roger Penrose, pour ceux qui connaissent. Roger Penrose était un mathématicien qui a travaillé essentiellement en topologie. Et c'est donc ses recherches sur ces dessins en topologie qui ont inspiré son père pour faire ce dessin. Son père n'avait rien à voir avec les mathématiques, au demeurant, c'était un généticien. Voilà donc pour ce dessin. Et nous allons passer à la suite, c'est-à-dire aux paradoxes eux-mêmes. Alors, pour parler des paradoxes, bon, bien sûr, on va déjà définir ce que c'est. C'est la première chose, c'est de tomber déjà sur une définition. Les paradoxes, dans le dictionnaire, quel que soit le dictionnaire que vous preniez, vous trouverez deux définitions. Une définition qui vient de l'étymologie, du mot du grec paradoxa. Para qui veut dire contre, doxa, l'opinion. Contre l'opinion, c'est-à-dire que ça va être un raisonnement dont la conclusion va aller à l'encontre de l'opinion courante. Et puis, il y a les paradoxes logiques. Alors, hier, j'ai eu ma fille au téléphone qui m'a dit que c'était les seuls paradoxes qui étaient reconnus par l'Académie française. C'est-à-dire que la première définition qui est donnée au-dessus, celle qui est étymologique, n'est pas considérée par les académiciens comme un paradoxe. Je vous dis ça comme ça, hein, c'est tout. Mais disons qu'on verra les deux, parce que c'est finalement le premier, comme vous le verrez, c'est la définition que je viens de vous donner qui va être quand même pour nous la plus intéressante. Mais bien sûr, on ne peut pas faire de conférence sur les paradoxes sans parler des paradoxes logiques. Les paradoxes logiques, ce sont des violations du principe de non-contradiction. Et le principe de non-contradiction vous dit qu'une proposition ne peut pas être à la fois vraie et fausse. Si une proposition est vraie, elle n'est pas fausse. Si elle est fausse, elle n'est pas vraie. Donc, si vous voulez, dès qu'il y a une violation de ce principe, on parle de paradoxe logique. Les paradoxes bayésiens, c'est déjà peut-être un peu paradoxal de parler de paradoxe bayésien, de mettre les deux mots l'un à côté de l'autre, parce que bayésien, ça veut dire qu'ils viennent de Thomas Bayes, et Thomas Bayes ne s'est jamais intéressé au paradoxe, ni de près ni de loin. Il n'a rien à voir avec ça. Alors pourquoi ces deux mots l'un à côté de l'autre quand même? C'est parce que Thomas Bayes, c'était un ecclésiastique, mais c'était aussi un mathématicien. Il a travaillé en mathématiques, en probabilité principalement, et ces théories en probabilité ont permis de démasquer certains raisonnements, qu'on dirait spécieux, dont la conclusion n'apparaissait pas forcément, ne semblait pas forcément étonnante. Et grâce au paradoxe bayésien, on les démasquait et la conclusion, une fois la vérité rétablie, eh bien ça paraissait franchement étonnant. C'est-à-dire, vous voyez, on est vraiment pile dans la définition du premier type de paradoxe. Très souvent, quand on parle paradoxe, on met dans le même sac les sophismes et les paralogismes. Alors, sophisme et paralogisme, c'est pratiquement la même chose. Au départ, c'est la même chose, c'est la même définition. C'est-à-dire que ce sont des raisonnements qui sont spécieux, des raisonnements qui sont faux, et qui paraissent rigoureux, et peut-être même évidents, et dont la conclusion, finalement, ne va pas du tout à l'encontre de l'opinion courante. Ça va plutôt dans le sens de l'opinion. C'est pour ça que c'est assez difficile à démasquer, aussi bien les sophismes que les paralogismes. Alors, mais quelle différence entre les deux? Parce qu'il y a quand même une différence. La différence entre les deux, c'est là-dedans. La différence entre les deux, si vous voulez, c'est que l'auteur d'un sophisme, lui, il sait très bien qu'il dit n'importe quoi. Il sait très bien qu'il vous raconte n'importe quoi, qu'il s'en fout de la vérité. Peu importe, la seule chose qui compte, c'est de faire passer un message. Et coûte que coûte, ça, là, il y va.
Il suffit que le raisonnement paraisse correct pour qu'il dise qu'il est correct et pour qu'il dise que c'est la vérité. C'est tout. Tandis que l'auteur d'un paralogisme, c'est très différent. L'auteur d'un paralogisme, lui, sait que... ne sait pas, justement. Il ne sait pas qu'il a dit quelque chose qui est incorrect. Il ne sait pas qu'il a fait une faute de raisonnement. Et si vous lui montrez qu'il en a fait une, lui montrer, je dis bien lui montrer, c'est-à-dire que vous pointez du doigt la faute qu'il a pu faire. Il ne s'agit pas de lui dire ici, il y a certainement une faute parce que je ne comprends rien. Non. Vous lui montrez vraiment qu'il a fait une faute, et là, il sera très déçu, il sera très affecté, et il reviendra dessus, et il réfléchira, et il va certainement reprendre, et peut-être même, et si vraiment il ne trouve pas, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Je dirais, si vous voulez, pour simplifier un peu les choses, que le sophisme est à l'opinion, ce que le paralogisme est à la science. Vous voyez, c'est pour vous faire une idée. Merci de votre attention.